que le fruit de la médecine, la réduction identitaire. Ah ouais, le cancer ORL, là, il vient de dégueuler, clairement, il y en a partout. Donc pourquoi est-ce qu'on viendrait réduire cette personne? La place accordée à la singularité, la dignité et l'intégrité. Si j'étais patiente, je me sentirais tellement je me sentirais non respectée. C'est important d'aller au-delà des apparences. Oublie un peu qui ils sont. Et ils ont aussi cette perte de goût de vivre. Vous vous dites what the fuck? C'est se soucier de la personne qui nous a fait du mal ou qui nous a mal parlé, en fait on va retenir déjà que le négatif. Bien sûr, la définition elle va être différente pour chacun, mais pour moi c'est ça. Coucou, c'est Andrea Jane et je te présente le podcast The Wildest Potential. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un deuxième épisode du concept ou de la catégorie Prendre soin, un chemin vers l'expérience. Pour le moment, il n'y a qu'un épisode de cette catégorie-là, donc si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez l'écouter tout de suite. Sinon, vous pouvez l'écouter après cet épisode-là. Mais quoi qu'il arrive, je vous remets dans le contexte de ces types d'épisodes. Le concept est très simple. Je vous partage une de mes expériences infirmières que j'ai pu vivre sur mes années d'études, donc ces 3 dernières années, ou bien en ces débuts de carrière infirmière en HAD sur ces 6 petits derniers mois. Et voilà, chaque expérience, je vous tire quelques leçons et quelques conseils. Et ça peut vous faire écho si vous êtes soignant. Et sinon, ça peut vous aider dans votre vie quotidienne. À n'importe quel moment de votre vie, vous pouvez vivre ces petites expériences que moi-même j'ai expérimentées. Et les leçons que je vous donne, ce sont des leçons humaines et des conseils qui pourront vous aider à un moment donné ou à un autre de votre vie. Voilà. Donc à chaque épisode, une expérience, plusieurs leçons et quelques conseils. Aujourd'hui, j'avais très envie de parler avec vous d'un sujet que je trouve qu'on voit énormément, en santé en tout cas, la réduction identitaire. Là, vous me dites, qu'est-ce que c'est? En vrai, je pense que peut-être que vous devinez déjà un petit peu de quoi je vais parler, mais je vais d'abord vous exposer mon expérience et ensuite je vous explique un petit peu ce que c'est. Et pourquoi est-ce que je trouve que c'est une bonne leçon de vie. Clairement, à l'hôpital, je vais pas vous le cacher, les patients, ils vont influencer un peu notre manière de réfléchir. Chaque patient va créer en nous quelque chose qu'on ne pensait pas vivre un jour. Chaque patient a son expérience, a son histoire de vie et elle influence énormément notre prendre soin, notre manière de soigner et notre réflexion, comme je vous le disais. Et j'ai déjà vu des soignants et j'ai déjà entendu plusieurs patients qui se sont vus être appelés par leur numéro de chambre, leur pathologie ou leur invalidité. J'ai déjà entendu des collègues soignants dire « Ah oui, c'est le patient à la 16 » en parlant de son numéro de chambre et sans forcément dire son nom de famille ou son prénom. J'ai déjà vu des des soignants au contraire, qui ont préféré appeler le patient par son prénom, alors que le patient n'en était clairement pas consentant. J'ai déjà entendu des personnes, des soignants, dire « Ah ouais, je vais faire la thoracotomie ». Je reprends l'exemple de mon premier épisode de ce type-là, mais j'ai déjà entendu ça, hein. Ou ça m'est déjà arrivé aussi d'entendre « Ah ouais, le cancer ORL, là, il vient de dégueuler, clairement, il y en a partout ». En fait, c'est dingue, hein, mais on réduit le patient ou la personne, en tout cas, à sa pathologie, à sa chambre et ça, c'est un truc de dingue. Enfin, même moi, hein, je vais pas vous le cacher, je vais pas vous mentir, je l'ai déjà fait, hein. Il m'est déjà arrivé de dire « Ah ouais, je vais faire le pansement à la chambre numéro 16 ». J'en suis pas fière et c'est pour ça que, de plus en plus, je préfère me tracasser la tête à apprendre le nom du patient plutôt qu'à retenir sa maladie et à l'appeler que par sa maladie.
Et il y a certains patients qui l'ont déjà entendu, qui se sont déjà entendus, se faire appeler par leur maladie, leur pathologie. Ils m'ont déjà dit: «Ah ouais, mais moi je suis que le fruit de vos expériences, je suis que le fruit de la médecine». Ça m'a fait mal au cœur clairement. Ça m'a fait très, très mal au cœur. Donc littéralement, que ce soit à l'hôpital ou même au domicile, donc en intra ou en extra-hospitalier finalement, les personnes qui sont soignées, elles vont progressivement être réduites à des éléments comme du coup leur numéro de chambre et cetera, vous avez compris, hein. Et parfois aussi à leur protocole de soins, donc le pansement PAC, le porte-à-4, c'est un petit boîtier si je puis dire qui est intégré dans une de vos artères qui relie à votre cœur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Heu, Ça et par exemple, je vais faire le pouce-seringue, de la chambre numéro 17. Bon, d'un autre côté, je pense qu'utiliser, le protocole de soins pour identifier la personne, je dirais pas que c'est moins grave, mais je dis que je pense que c'est un peu plus un peu plus je saurais pas vous dire mon ressenti, mais je pense que c'est moins impactant que si on utilise, la pathologie du patient. Parce que bon, en vrai, je vais faire le pansement. Bon, en soi, c'est le soin, on parle du soin. Mais c'est vrai que par contre, dire: «Ah ouais, je vais m'occuper du cancer, ORL», mmh, c'est moins élégant, c'est moins bien, je trouve que c'est une nuance qui est vraiment, elle est moins délicate et c'est clairement une réduction du patient à sa propre pathologie et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'entendre, un ensemble horrible. Enfin, une patiente qui vient pour une césarienne en urgence, un jour, et j'entends un collègue qui dit, «Ah ouais, je vais faire la césarienne au bloc 3, vraiment», et là je me suis dit: «Oh là». Alors la dame, elle a un prénom, la dame, elle a un nom, elle a un âge. Et si c'est une césarienne en urgence, elle l'a pas forcément voulu. Donc pourquoi est-ce qu'on viendrait réduire cette personne à ce qu'elle a besoin ou la pathologie qu'elle a ou, le projet de soins qu'elle a? Enfin, ou la chambre qu'elle a. Enfin, je trouve ça, ignoble clairement et en vrai, on le fait pas forcément on fait pas forcément attention, c'est vrai, hein. En tant que soignant, on le fait on c'est une façon d'être plus rapide. C'est une façon d'être plus rapide parce que, bah, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de prendre le temps et enfin, en tout cas, je le vois surtout quand on est à l'hôpital. Autant depuis que je travaille à l'HAD, bah, je le vois moins. C'est sûr que je vais utiliser d'abord le prénom ou le nom, en tout cas, du patient avant de le qualifier de par, sa pathologie. Souvent, je vais dire, «Ah oui, monsieur untel», et on va me dire: «C'est qui déjà?» Je lui fais: «Bah, tu sais, c'est le monsieur qui a le pansement, à ce niveau-là» et cetera. «Ah oui, là, c'est bon, je sais qui c'est». Ça, j'avoue que je le fais beaucoup à domicile, mais quand j'étais à l'hôpital, c'était très dur pour, je sais pas, mes collègues soignants, qui, bah, étaient des professionnels. J'étais pas encore qualifiée comme professionnelle à ce moment-là. Je n'étais pas encore diplômée, mais je l'ai vu pas mal de fois où moi, en tout cas, j'ai pas de difficulté à retenir les noms des personnes et donc bah, dès que je disais: «Ah ouais, je vais voir madame Roger», par exemple et ben, on me demandait des fois, «C'est qui ça déjà?» et là, j'étais en mode: «Ah ouais, d'accord, super, OK» et ouais, comme je vous disais, en fait, petit à petit, de fil en aiguille, on va finir par tendre à reconnaître le patient, non pas finalement pour la personne qu'il est, mais pour plutôt la pathologie, l'invalidité, l'endroit où il se trouve et comme je vous disais, cette réduction-là, elle est un peu précipitée, mais parce que justement elle est liée à l'organisation et cette envie de nous, soignants, d'être efficaces et d'aller au plus vite. Parce qu'on sait que chaque minute compte et le plus vite on fait, des fois, le mieux on pense faire, alors qu'en fait pas du tout. Et donc clairement, quand les patients m'ont dit: «Ah ouais, je suis que le fruit de vos expériences, de votre médecine»,
J'étais là en mode: «Ah ouais, c'est chaud». Franchement, ça fout un coup sur, notre mood. Enfin, moi, je sais que ça me met de mauvaise humeur. Déjà, pour le patient, c'est horrible parce qu'il va ressentir forcément ce sentiment d'être invisible parce que enfin, ça va y avoir cette crise identitaire où en fait, quand il arrive, le patient, qu'il soit âgé ou pas, il va se sentir délaissé et on va le prendre en fait, il va avoir cette impression. Enfin, moi, je pense que c'est ça. Moi, si on m'appelle, si un jour je vais à l'hôpital parce que j'ai des douleurs au ventre, parce que je sais pas, j'ai une pyélonéphrite, j'ai pas envie qu'on m'appelle, la pyélo de la chambre 16. Je trouve que enfin, si je me mets à la place du patient, si j'étais patiente, je me sentirais tellement mal, je me sentirais non respectée. Enfin, je me dirais: «Putain, purée, j'ai plus de dignité». Genre vraiment, je suis qualifiée juste à ma simple pyélonéphrite qui me fait mal. J'espère un jour, je touche du bois, j'espère ne pas faire de pyélonéphrite et ne pas me porter l'œil en disant ça, mais ouais et enfin, vraiment, je sais que pour les personnes âgées, c'est de plus en plus, compliqué. Enfin, je le vois en tout cas, c'est qu'elles se dégradent. En fait, je trouve que c'est un processus à la réduction identitaire, c'est un processus à l'AEG, comme on aime bien le dire. C'est l'acronyme de altération de l'état général et une personne âgée, quand elle rentre à l'hôpital, ben, bien souvent, elle s'altère très vite, elle se laisse très, très vite aller et je pense que cette réduction identitaire, elle n'y est pas pour rien, clairement. Genre on va délaisser en fait, la personne, elle va se sentir délaissée. Elle va se sentir invisible et en plus, elle va s'oublier quelque part. Elle va oublier qui elle est. Sauf si, elle a beaucoup de proches qui viennent la voir et qu'elle peut compter sur ses proches. Mais beaucoup de patients qui, n'ont pas beaucoup de visites, ben, oublient un peu qui ils sont et ils ont aussi cette perte de goût de vivre et du coup, s'enclenche ce processus de laisser aller et d'altération, bah, de l'état général et c'est, ce qu'on appelle le syndrome de glissement. C'est que, ouais, elle se laisse complètement aller et je pense que cette réduction identitaire, elle fait clairement partie de ce syndrome de glissement et je m'en étais pas forcément rendu compte avant que j'écrive ce script et en fait, en écrivant ce script, du coup, bah, j'ai énormément réfléchi et je me suis dit que j'essaierai de un jour, si je retourne à l'hôpital, de maximiser, de minimiser justement, cette réduction identitaire et de maximiser au contraire le bon savoir-vivre de la personne et de lui rappeler que chaque jour que, ben, même si elle ne peut pas aller mieux physiquement, enfin moi je continuerai à la considérer comme elle est, une personne humaine comme nous, comme vous et moi et je continuerai en fait d'essayer de la faire se sentir bien, confortable dans elle-même, dans son corps et d'améliorer son bien-être par des paroles qui sont gentilles ou des paroles qui sont agréables à entendre et pas forcément par des paroles comme, l'appeler par un nom qu'elle n'est pas, l'appeler par une pathologie qu'elle ne voulait pas forcément et voilà et en plus, en tant que soignant, le fait de réduire la patientèle à ce genre de choses, j'ai l'impression enfin moi en tout cas, j'ai l'impression de perdre mon sens et ma raison de pourquoi est-ce que je suis soignante et pourquoi est-ce que je prends soin de la personne. J'ai l'impression que réduire ces personnes-là à leur nom, à leur pathologie ou à des trucs comme ça me rend moins soignante. J'ai l'impression de rentrer dans un côté un peu plus robotique et moins humain parce que justement, je sais pas, le cerveau, je pense qu'il va automatiser clairement le soin et on va s'éloigner, du prendre soin. On va en fait, on va tendre vers, le soigner, vers ce concept de soigner et s'éloigner du concept de prendre soin qui sont, 2 choses complètement différentes. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est 2 choses qui sont complètement différentes. Soigner, c'est vraiment on parle de l'acte du soin de par exemple, si je dois soigner un patient qui a justement sa thoracotomie, quand je vais dire: «Ah, je vais soigner cette personne», j'ai l'impression que c'est plutôt dans le sens où, ah, je vais faire, le pansement, je vais lui trouver des solutions pour qu'il vive mieux et cetera. Alors que quand je dis: «Je vais prendre soin de la personne», bah, je pense que je le disais déjà dans le dernier épisode de ce concept-là, c'est que quand je dis: «Je vais prendre soin de la personne»,
bah, ça va avoir un aspect plus humain et je vais vraiment prendre soin de cette personne dans son intégrité et pour la personne qu'elle est et pas forcément la pathologie qu'elle est. Et d'ailleurs, je l'ai écrit dans mon script, c'est que voilà et c'est d'ailleurs aussi ce que j'écrivais, dans mon mémoire, c'est que je trouve que le concept de prendre soin, ça a un aspect plus humain. C'est se soucier de la personne dans son intégrité et de soulager déjà d'une part ses symptômes, mais aussi, son manque intérieur, son manque de dignité et donc du coup, prendre soin pour moi, ça a un aspect où on va favoriser le confort du patient, sans oublier qui elle est et on va la prendre vraiment dans son intégrité, dans sa globalité, de son corps à son esprit et de son mal-être à son bien-être. Enfin, je pense que c'est ça pour moi. Prendre soin, c'est clairement ça. Bien sûr, la définition, elle va être différente pour chacun, mais pour moi, c'est ça. Tandis que faire un soin ou soigner, je trouve que ça a un aspect beaucoup moins humain, comme je vous le disais, juste avant. Pour moi, c'est vraiment juste se contenter de faire l'acte de soigner la personne sans aller en au-delà de sa pathologie, sans aller en profondeur de son histoire de vie, de son histoire même si c'est pas forcément aller en enfin, c'est vraiment, soigner, c'est pour moi, c'est juste survoler la maladie, survoler le l'histoire de vie de la patient de enfin, du patient, de la patiente. Alors que prendre soin, c'est vraiment aller en profondeur, d'aller vraiment au cœur de son histoire de vie, de son histoire, enfin moi je le vois quand je suis, il y a des patients chez qui j'ai plus d'affinité et donc je vais forcément leur demander un peu comment s'est passée leur journée, comment ils se sont sentis, comment ils ont dormi, ce qu'ils ont fait hier, avant-hier, ce qu'ils ont prévu aujourd'hui, ce qu'ils ont mangé. Il y a d'autres patients où oui, j'ai moins d'affinité et là, quand j'en parle, je me dis: «Ouais, je devrais peut-être faire un peu d'effort et m'y intéresser un peu plus» parce que ça peut toujours être des bonnes personnes avec des expériences de vie qui ont beaucoup de leçons, comme moi, finalement, je suis en train de faire et qui peut nous apporter, beaucoup de réflexion en nous et ouais, voilà. Enfin, je sais plus trop ce que je disais, mais en tout cas, faire un soin, soigner, c'est vraiment cet aspect inhumain que je trouve enfin, moins humain, en tout cas. Pas inhumain parce qu'on soigne quand même la personne, mais c'est vraiment moins humain et en plus, on va ouais, comme je disais, on va contrairement au concept de prendre soin, on va, bah, pour le coup, pas prendre soin de la personne dans son intégralité. Dans son dans sa globalité. Voilà. C'est un petit peu, bah, c'est j'ai pas une expérience en tête, c'est plusieurs petits trucs qui se sont passés au cours de mes études et de ma petite, carrière, de ce petit début de carrière. Mais c'est vraiment je trouve que c'est hyper important pour le relationnel, tant bien avec le patient qu'avec nous-mêmes et je trouve que c'est hyper important, enfin en vrai, ce phénomène-là, c'est un phénomène où on va venir s'interroger sur, bah, la place accordée à la singularité, la dignité et l'intégrité du patient ou même de la personne en général. Enfin, moi je pense par exemple réduire une personne, à juste son métier ou à qui elle est, genre son âge, sa couleur, sa natalité, sa nationalité, tout ce que vous voulez. Je trouve que c'est vraiment c'est ne pas aller en profondeur et au-delà de ce qu'on voit, de son apparence finalement. Et en vrai, ce phénomène-là, comme je vous disais, il porte un nom, c'est la réduction identitaire. Et en vrai, bah, la personne, clairement, quand on la réduit juste à son identité, c'est comme si elle devenait un objet, alors qu'en réalité, c'est une personne, un humain et c'est un sujet. C'est pas du tout même un objet. En vrai, ce phénomène-là, il est automatique dans notre tête, dans nos pensées, sans qu'on le veuille réellement. Parce qu'en réalité, notre cerveau, il a besoin de simplifier les choses, il a besoin d'aller vite et il a besoin de comprendre le monde et ce qui nous entoure très, très, très vite. Et parfois, bah, on va même associer des personnes à des émotions sans
a des émotions et on va réduire cette personne à ce qu'elle a pu faire, à ce qu'elle a pu ressentir. Enfin, moi, je me dis, par exemple, une personne qui nous a fait du mal ou qui nous a mal parlé, ben, en fait, on va retenir déjà que le négatif et en plus de ça, on va enfin, je sais que la prochaine fois que je la revois, je risque de me dire: «Ah ouais, c'est la personne qui m'a mal parlé» et je vais y aller, d'un ton, enfin, d'une humeur négative et je vais me sentir mal. Enfin, je vais pas me sentir mal, mais enfin si, avec du recul, je me sentirais mal parce que j'aurais réduit cette personne-là à des choses que, ben, elle a pas forcément, enfin, elle a pas forcément voulu ou fait exprès. Enfin, je pense qu'une personne qui parle mal, in inintention de manière non intentionnelle, ouais, et bah, elle le fait pas forcément exprès. Enfin, si elle le fait exprès, c'est que vraiment elle veut nuire à votre personne. Mais si elle le fait pas exprès, bah, faut pas garder cet état d'esprit, à cette enfin, par rapport à cette personne-là, tout au long du moment où vous côtoyez cette personne-là. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Si je reprends un autre exemple, par exemple, je sais pas, votre collègue à côté, ça fait, des semaines et des semaines qu'elle pleure et tout, vous comprenez pas pourquoi et en fait, bah, dès que vous allez parler d'elle à quelqu'un d'autre, vous allez dire: «Ouais, bah, tu sais», qui connaît pas forcément cette personne, vous allez dire: «Bah, tu sais, c'est la personne qui pleure tous les jours là, dans le bureau depuis 3 semaines». Ben, vous réduisez cette personne aux émotions, qu'elle a et vous aurez tendance à dire: «Ah ouais, mais tu sais, c'est la personne, pleurnicheuse là qu'on voit tous les jours». Je trouve que c'est dommage parce que vraiment on va clairement on va clairement se contenter de ce que l'on voit et de l'apparence que la personne elle nous renvoie, alors qu'en réalité ça se trouve en fait elle vit des choses qui sont super dures depuis quelques semaines et elle nous le dit pas forcément et elle a raison, elle a le droit de pas nous le dire. Mais du coup enfin notre cerveau en fait il va aller au à l'option la plus rapide, la plus radicale et en fait du coup pour qualifier cette personne-là, elle va la qualifier comme la personne, pleurnicheuse. Alors que, ben, en vrai, bah, la pauvre, ça se trouve, elle vit des choses qui sont super mal qui se passent pas bien dans sa vie depuis, bah, des semaines et elle arrive pas à s'en remettre. Par exemple, elle a perdu son papa depuis, 3 semaines et elle arrive pas à s'en remettre. Bah, c'est tout à fait normal qu'elle pleure un peu tous les jours et que, bah, en fait, ça se trouve, c'est lui qui l'a incitée à travailler, dans ce bureau-là et que, bah, maintenant, à chaque fois qu'elle va dans ce bureau, ben, elle se sent mal, elle pleure, elle pense à son papa et pendant 2 semaines, bah, c'est sûr que ça va être dur, mais faut pas minimiser, faut pas réduire la personne qu'à son apparence et à ce qu'elle fait et ouais, voilà, c'est je pense que c'est une bonne leçon de vie, c'est que faut pas faire attention, à l'apparence de la personne, mais plus, à ce qu'elle vit. Enfin, faut pas réduire la personne à ce qu'elle vit, ce qu'elle montre et son apparence. Je pense, faut aller au-delà. Faut aller au-delà de ce qu'elle, nous montre et en vrai, on prend pas le temps de réellement se poser, les questions de pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça? Parce que notre cerveau, ouais, il va à la réponse la plus vite, la plus radicale, la plus simple. Je trouve que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'en vrai, bah, ça peut nous arriver nous-mêmes. À nous-mêmes d'ailleurs, ça peut nous arriver où on peut se réduire à des choses qui sont fausses, qui sont superficielles et qui nous reflètent pas forcément. Et par exemple, on peut se dire: «Ah ouais, mais moi je suis nulle en mathématiques, enfin vraiment je suis pourrie, j'y arriverai jamais, j'aurai jamais mon examen et tout». En fait, en se disant ça, on va dire: «Ah ouais, on est nul en maths, donc on est nul à l'école, donc on n'est pas intelligent, donc on est bête». Alors qu'en fait pas du tout. Et en fait, il y a ce crescendo de réduction, identitaire qui déjà va se percevoir auprès d'une personne, mais en plus de ça peut vite déteindre sur nous-mêmes et c'est dommage. Un exemple tout bête, hein, mais moi je sais que, bah, quand j'étais petite, j'avais zéro endurance, j'étais nulle à la course et du coup, bah, je pensais direct que j'aimais pas le sport. Alors qu'en réalité, pas du tout. En réalité, j'adore le sport, mais il faut juste que je trouve, le bon sport qui me correspond. Aujourd'hui, bah, je sais que j'adore faire du pilates, du renforcement musculaire, un peu de musculation si je puis dire. Enfin, j'essaie de m'y mettre petit à petit, mais voilà, je sais que, bah, finalement, j'aime bien le sport, j'aime bien ce côté-là du sport, un peu pilates, étirements et cetera
plutôt que les jogging. Bon, déjà, je peux pas courir moi de moi-même parce que, bah, littéralement, j'ai un problème au pied, hein. Mais je sais que j'aime pas trop les arts martiaux, je sais que j'aime pas trop les sports avec des ballons, si ce n'est le volley-ball. Je sais que je suis pas trop douée au tennis, mais que j'aime bien le j'aime bien le badminton. Voilà. Mais quand j'étais petite, c'est vrai que comme j'avais toujours des mauvaises notes, en sport parce que je pensais que j'étais parce que, clairement j'étais pas trop douée, hein, dans ça. Du coup, je pensais que j'étais nulle au sport et que jamais je ferais du sport de ma vie et aujourd'hui, j'essaie de faire du sport, 2 à 3 fois par semaine et ouais, voilà. Ça peut faire un choc, cette réduction identitaire, que ce soit sur nous-mêmes ou sur les autres et je trouve que c'est trop mauvais, c'est pas bien et c'est un peu la leçon que j'ai retenue de ces différentes petites expériences que j'ai pu vivre. C'est qu'il faut pas réduire la personne à ce qu'elle est réellement, enfin à ce qu'elle, renvoie ou à la pathologie qu'elle est ou au bégaiement qu'elle peut avoir. En vrai, il faut aller au-delà de ça, il faut aller en profondeur de sa personne, il faut essayer de découvrir puis même, je pense que c'est hyper important quand on veut créer des relations, que ce soit amicales, amoureuses ou même professionnelles. Genre, tu peux te dire: «Ah ouais, mon coach, enfin mon coach, mon responsable, genre il est hyper froid et tout». En même temps, c'est un peu son rôle. Tu peux pas être copain-copain avec ton responsable. Mais au-delà de ça, enfin, si tu as l'impression qu'il est froid, c'est peut-être parce que justement il veut renvoyer cette froideur pour justement limiter, avoir cette limite professionnelle. Mais en réalité, ça se trouve, c'est une crème, elle est trop mignonne, elle est super gentille et tout et c'est un amour. Enfin, je pense que voilà, c'est important d'aller au-delà des apparences et d'aller plus en profondeur. Des fois, c'est pas possible, hein, comme je vous disais, on peut pas être copain-copine avec notre responsable. Mais quand on comprend vite qu'en fait cette personne elle a aussi son histoire, elle a aussi ses moments difficiles, ses moments faciles, c'est là que tu vois un peu sa vulnérabilité et tu te rends compte que, ça reste une personne humaine. Moi, je le vois beaucoup avec des patients. Quand je vois que les patients, des fois, ils ont ce mécanisme de défense un peu de d'agressivité où ils sont très vite agressifs, mais parce que justement ils ont plus que ça qu'ils peuvent contrôler. Enfin, par exemple, j'ai une personne aujourd'hui qui est alitée. C'est on va prendre non, on va prendre une personne que j'ai rencontrée quand j'étais en stage en Irlande. C'est une personne qui a une sclérose latérale amyotrophique ou la maladie de Charcot ou motor neuron disease pour ceux qui connaissent en anglais. Et cette personne-là, elle était arrivée à un stade où en fait, elle pouvait plus rien contrôler, plus rien du tout, du tout. Elle pouvait encore parler un tout petit peu et respirer normalement, mais elle pouvait plus bouger du tout. Cette maladie-là, en gros, c'est neurodégénératif et en fait, tu perds le contrôle de tout, de toutes tes fonctions, sauf ton cerveau. C'est, c'est une maladie où il y a que ton cerveau, tes pensées et toi-même. Genre tu es emprisonné. C'est ça la maladie, c'est que tu es emprisonné dans un corps que tu ne peux plus contrôler et un jour tu finis, si tu décèdes de par cette maladie, c'est parce qu'en fait, tu n'arrives plus à respirer parce que les tes muscles pour respirer ne sont plus, tu peux plus les contrôler. La seule chose que tu contrôles, c'est tes pensées, ta tête et ton cerveau, ta pensée, clairement. Et je me souviens que cette personne-là, bon, elle était arrivée à un stade où elle pouvait encore, nous expliquer, ce qu'elle voulait de par, une tablette et en fait, on avait l'impression que c'était une patiente qui était hyper difficile parce qu'elle voulait que chaque chose soit comme ça, comme si, je me souviens quand, on devait lui mettre son t-shirt, fallait bien le mettre, le col bien comme il faut, les manches, fallait qu'elles soient bien mises. Quand, il fallait lui mettre son pyjama, bon, enfin son pantalon, il fallait qu'il soit bien mis, pas trop serré, mais en même temps bien ajusté au nombril, pas au-dessus du nombril, pas en dessous du nombril. Une anecdote qui est vraiment, bon elle est un peu voilà, mais je sais que cette patiente-là, elle mettait, un protège-slip, dans sa culotte et en fait, il fallait que elle soit collée comme ça, d'une telle manière et qu'elle soit positionnée comme ça, d'une telle manière au niveau de sa partie intime pour que justement elle ne sente pas, en fait, ce protège-slip et en vrai, au départ, je me disais: «Mais elle enfin, je dis pas qu'elle» enfin, si je l'ai clairement pensé, je me suis dit: «Mais elle est folle, elle pense que enfin, c'est que des détails». Mais en fait, c'est la seule chose qu'elle pouvait contrôler à ce jour parce qu'elle pouvait plus rien faire. Elle pouvait plus contrôler, plus nous expliquer. C'était super dur et en fait, avec du recul, je me disais: «Mais en fait, c'est vraiment
Elle a l'air chiante, elle a l'air folle, elle a l'air, hyper pointilleuse, perfectionniste, mais en réalité, elle a une maladie qui est très difficile et c'est les seules choses qu'elle peut contrôler à ce jour et elle se maintient qu'à ça pour pouvoir vivre et survivre et en vrai, bah, avec du recul, du coup, bah, enfin, au final, avec du temps, j'ai commencé à comprendre comment elle faisait et comment il fallait prendre soin d'elle. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit que ça allait être compliqué et en fait, aujourd'hui, bah, cette passion-là, j'en ai, de très bons souvenirs et je suis même un peu déçue de pas avoir pu avoir la fin de l'histoire. Mais, c'est ça, aller au-delà des apparences, de juste la superficialité qu'elle renvoie et aller vraiment en profondeur. Cette maladie-là, c'est vraiment représentatif parce que tu te rends compte que c'est super dur de ne plus pouvoir contrôler tous tes muscles, tout ton corps entier, d'avoir juste ta tête. Cette maladie-là, tu as juste ta tête et en fait, tu ne peux que contrôler le monde qui t'entoure de par cette pensée-là que tu renvoies à cette tablette-là. Enfin, je trouve que c'est triste, hein, mais en même temps, enfin, on ne peut que accorder cette, on ne peut que enfin, moi, je me dis que cette patiente-là, il a vraiment fallu et on en a un qui a cette maladie-là aussi et aujourd'hui, c'est la seule chose qu'elle peut contrôler ses pensées et c'est la chose qu'elle peut dicter et vraiment quand on comprend comment elle a vit cette personne-là, on se dit que c'est totalement normal qu'elle soit comme ça, exigeante, perfectionniste et tout. On va au-delà des apparences et on comprend très vite en fait, on comprend pas ce qu'elle vit parce qu'on le vit pas. Mais on imagine ce qu'elle peut vivre et on peut très vite imaginer que ouais, c'est dur. C'est hyper dur. Enfin bref. En vrai, j'ai quelques petits conseils à travers ça. J'en ai, 6. Je suis en train de compter, j'en ai 6. C'est des petits conseils que je pense qu'on peut appliquer un peu tous les jours, pour éviter de justement réduire, la personne à juste son apparence et ce qu'elle est. Déjà, il faudrait remplacer, ces étiquettes, ces petits mots un peu malveillants, ces premières pensées, qu'on a des personnes par des choses un peu plus nuancées. Par exemple, je vous le disais tout à l'heure, si vous avez votre responsable qui vous paraît froid, en fait, au lieu de vous dire qu'il est froid, dites-vous plutôt qu'il est distant parce que justement, ça doit être votre responsable, donc il doit quand même être, je dirais pas si, à un niveau au-dessus de vous, mais justement pour vous montrer que voilà, c'est lui le patron, c'est pas vous. Donc il peut pas faire copain-copine avec vous parce que sinon, en fait, vous quelque part lui et vous mettez sur un même piédestal et ça devient compliqué quoi. La relation, elle devient plus professionnelle, mais plutôt amicale. Ensuite, par exemple, un truc qui est tout bête, hein, mais me dites pas: «Ah, il est nul au foot». Là, vous réduisez clairement la personne, à sa manière de jouer, alors qu'en réalité, ça se trouve, c'est juste, le terrain qui est pas trop, c'est juste le terrain qui l'angoisse parce qu'il a jamais joué sur ce terrain-là. Ou si ça se trouve, il a juste passé une mauvaise journée, donc aujourd'hui, il est nul au foot, il est nul au foot, mais en réalité, ça se trouve, il est super fort, c'est un super bon joueur. Donc au lieu de dire qu'il est nul au foot, dites-vous plutôt que, aujourd'hui, il est pas doué. Après, essayez de vous rappeler aussi que chacun a son histoire et que parfois, et c'est normal, on la dévoile pas à tout le monde. Il faut juste se dire que voilà, on sait pas forcément ce que la personne elle vit et comme je vous disais tout à l'heure, la personne qui pleure tous les jours, dans son bureau depuis 3 semaines, ça se trouve elle a perdu quelqu'un de très cher à elle et c'est pour ça qu'elle pleure et en fait, elle a une petite photo, encadrée, sur son bureau et dès qu'elle la regarde, en fait, elle pleure parce que, la photo lui fait penser à cette personne défunte, quoi. Essayez de distinguer aussi la personne de ses actes. Parfois, on peut penser qu'une personne, elle fait les choses moins bien que vous et vous allez penser que c'est une mauvaise personne, mais en réalité, pas du tout. Des fois, elle pense faire des choses bien et en fait, elle les fait moins bien
et vous allez vous dire: «Ah ouais, non mais celle-là, elle fait des choses trop nulles». Mais en fait, ça se trouve, elle a pas de connaissances. Je sais que je suis pas douée pour, faire des sondages urinaires et cetera. Je suis pas la personne la plus waouh. Je sais que je suis pas douée non plus pour faire des prises de sang. Je suis pas je suis pas très douée et souvent, ben, j'ai pas trop envie qu'on me perçoive comme, la personne qui sait pas faire de bilan sanguin. Même si je sais au plus profond de moi que je sais pas faire, j'ai trop du mal à faire des prélèvements sanguins parce que, il y a plusieurs raisons et j'ai pas envie qu'on me voie juste parce que, qu'on me voit comme soignante comme telle, parce que, je suis pas douée, pour des soins, du type prélèvement sanguin ou, sondage urinaire. Alors qu'en réalité, les patients que je prends en charge, je sais que c'est des personnes qui sont, qui ont très peu de sang, qui sont déglobulisées, qui ont un capital veineux, pas terrible parce que justement ils ont pas beaucoup de sang, quoi. Et je sais que des fois je les rate, mais parce que aussi moi je sais que j'ai pas envie de trop forcer. Je pique une ou 2 fois grand max. J'ai pas envie de piquer 3, 4 fois comme certains soignants. Et même si voilà, la personne elle est trop bonne en prise de sang, ça se trouve en fait elle a piqué au moins 6 ou 7 fois la personne avant d'avoir du sang. Moi, je sais que c'est hors des questions. Je dis que je suis nulle en prise de sang, mais parce que aussi j'ai pas envie de tester, 3-4 fois, de piquer la personne. Déjà que, elle a mal, elle est douloureuse et tout, souvent quand on met les prises de sang, voilà, sauf si c'est des bilans de contrôle et que la personne elle est en pleine forme. Mais en général, je sais que quand je vais prendre, du sang, quand je vais faire les prélèvements sanguins chez les personnes, c'est parce que, il y a un intérêt, quoi, derrière. Si c'est pas un contrôle sanguin, c'est parce que, elle fait un choc septique et qu'il faut prendre, du sang pour pouvoir analyser, les bactéries et cetera. Anyway. Bref, j'ai pas envie qu'on me qualifie, de mauvaise soignante juste parce que, je sais pas prendre de sang, je sais pas faire des prises de sang. En réalité, bon, je sais faire des prises de sang, mais je suis pas la plus douée, comme je vous ai dit. Donc j'ai envie vraiment qu'on me distingue comme une soignante hors de mes actes, si je puis dire. Donc voilà, distinguer la personne de ses actes, c'est vraiment penser que faut pas penser qu'une personne qui fait les choses moins bien, c'est une personne qui forcément, est une mauvaise personne, si je puis dire. C'est un peu fort ce que je dis, mais voilà. Après, il faut aussi ralentir son jugement. Penser que, penser à un truc catégorique, non en fait. Genre comme je vous l'ai dit, on dit pas que la personne elle est nulle au foot juste parce qu'on l'a vue une seule fois jouer à un match de foot. Non. Là, en fait, on va simplifier la personne trop vite, on va la catégoriser trop vite, alors qu'en fait pas du tout, comme je vous disais, ça se trouve la personne, c'est juste pas son jour, elle est pas douée au foot. Alors qu'en fait, elle est hyper douée et c'était juste pas son jour. Donc essayez de ralentir votre jugement et de nuancer, comme je vous disais, cette première étiquette que vous affichez, à la personne, que vous collez à la personne quand vous la rencontrez. Essayez aussi de cultiver votre curiosité, plutôt que d'en faire une conclusion radicale. Cherchez à connaître la personne avant d'en tirer des conclusions absurdes. Comme, par exemple, quand vous rencontrez une nouvelle personne et que vous voyez, genre elle a un style vestimentaire un peu, vous vous dites: «What the fuck?» Ne vous contentez pas juste de vous dire: «Ah ouais, donc cette personne-là, elle a ce style-là, moi je pense qu'elle est comme ça», en fait non, ça se trouve c'est le contraire. Et ensuite, accepter, la personne pour ce qu'elle est. Parce qu'une personne peut être très gentille, mais aussi avoir des propos un peu blessants. Une personne peut être forte au handball, mais pas du tout douée au basket. Une personne peut être compétente en TP, mais avoir des difficultés à apprendre des leçons. Je pense que c'est ça qui fait aussi qu'on est humain. C'est que voilà, on est comme on n'est pas parfait dans tous les domaines. Et justement, si on était parfait dans tous les domaines, je crois qu'on serait des robots. Si on était Alors que là, si on est imparfait dans certains trucs, c'est ça qui fait qu'on est la personne qu'on est. Et il faut savoir accepter, déjà nous, il faut savoir accepter qu'on n'est pas doué dans certains trucs, mais il faut aussi accepter chez les autres qui sont pas doués dans certaines disciplines et qu'il faut quand même les accepter comme elles sont. Voilà. Et une petite phrase clé pour finir cet épisode, j'ai envie de dire que voilà,
Une personne, elle est toujours plus que ce qu'elle montre. À un moment donné ou à un autre, elle va vous montrer, sa facette, la plus sensible, la plus vulnérable. Mais pour ça, il faut apprendre à la connaître et pour apprendre à la connaître, il faut savoir être curieux. Voilà. Si je dois vous résumer mes petits conseils, je dirais que voilà, en premier, il faut remplacer des étiquettes qui sont il faut remplacer des étiquettes. En deuxième, il faut se rappeler clairement que chacun a sa propre histoire. En troisième, il faut aussi distinguer que certaines personnes agissent d'une manière, mais elles ne reflètent pas la manière dont elles ont agi ne reflète pas du tout qui elles sont. Ensuite, ralentissez votre jugement, promis. Ça revient un peu, au conseil numéro 1, c'est-à-dire, ne mettez pas tout de suite une étiquette, à une personne et du coup, au contraire, cultivez votre curiosité. Apprenez à connaître cette personne et à accepter cette personne pour ce qu'elle est. Même si elle peut avoir des défauts, elle a toujours des points positifs. Donc voilà. Remplacez les jugements rapides par de la curiosité et rappelez-vous qu'une personne est toujours plus que ce qu'elle montre. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager à un, une ou plusieurs amis qui en auraient besoin. N'hésitez pas à me laisser une petite note sur la plateforme d'écoute que vous écoutez, que ce soit Spotify, Deezer ou YouTube. Et vous pouvez suivre aussi le podcast sur ces plateformes-là. Suivre le podcast aussi sur l'Instagram au profit de The Wildest Potential. Et si vous en êtes encore là, vous n'avez qu'à laisser un petit commentaire. Par exemple, quelle est la première impression que vous faites quand vous rencontrez des nouvelles personnes? Quelle est l'impression qu'eux, ils ont de vous? Un mot, un adjectif, une petite phrase, etc. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et prenez soin de vous. Et voilà. Ciao. Bye bye.